monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le constatez, changement de décor. Alors, vous n'en saurez pas beaucoup plus aujourd'hui parce que malheureusement, tout n'est pas encore rangé, tout n'est pas encore réglé, les travaux ne sont pas tout à fait finis, il y a encore beaucoup de choses à optimiser et j'aimerais que tout soit plus propre, tout soit plus rangé, bien mieux optimisé avant de vraiment vous présenter un petit peu la situation, quelque chose que je travaille depuis un peu plus d'1 an maintenant, je pense. On approche du but, c'est pas encore tout à fait ça, mais on approche, donc soyez encore un petit peu patient, je vous en parlerai prochainement, mais si je filme dès aujourd'hui, en tout cas ici, c'est tout simplement parce que entre mon salon et cette pièce là, cet endroit spécifiquement, la luminosité n'est pas la même. Voilà, vous le savez, ça fait des années que je me bats avec la luminosité, je galère dans mon salon parce que la luminosité n'est pas du tout la même dans la journée, que ce soit le matin, fin de matinée, milieu de matinée, début d'après-midi, milieu d'après-midi, fin d'après-midi, voilà, c'est une galère et il suffit qu'il fasse un peu gris et c'est encore pire de trouver le bon moment. Du coup, là, ici, la luminosité est quand même bien meilleure, elle est plus stable, on va dire, plus fluide tout au long de la journée. On allume la lumière, tout de suite, c'est bien meilleur. Et du coup, j'avais pas spécifiquement envie d'attendre pour avoir une meilleure luminosité. Sachez que ici et le salon, c'est un petit peu la révolution du siècle me concernant. J'ai enfin un endroit où j'ai une luminosité correcte et c'est donc vraiment pour ça que j'ai décidé de tourner ici à partir de maintenant. Donc vous aurez pendant quelques temps encore ce décor là spécifiquement et même si vous ne l'aurez pas sur le long terme, vous l'aurez quand même plus régulièrement parce que là où je suis installée c'est super confortable. Voilà, tout simplement, hein, on essaie de se sentir bien et là je suis très très bien, je suis hyper confortable et en plus vous avez le droit en fond à ce papier peint dont je suis folle amoureuse. Voilà, sachez que j'ai un énormissime coup de cœur pour ce papier peint. C'est dommage qu'à la caméra ça ne rende pas vraiment comme ça le rend en vrai parce que ce papier peint est une beauté absolue. Bref, du coup, passons à autre chose, passons au sujet de cette vidéo. On se retrouve donc aujourd'hui pour le bilan du mois de janvier qui est encore une fois en retard parce qu'aujourd'hui on est en mars et que je suis, oui, pas en temps et en heure, encore une fois, que vous aurez encore un bilan sur la chaîne. Ça fera que le 3e de suite. Je suis désolée. Rassurez-vous, la prochaine vidéo ne sera pas consacrée du tout au bilan de février. J'ai prévu d'autres vidéos, je vous rassure. Mais voilà, on essaie quand même de rattraper son retard un maximum. Surtout que cette vidéo, je crois que c'est la 2e fois que je la tourne parce que voilà, j'ai fait de la merde à la précédente vidéo et quand j'ai monté la vidéo, je me suis dit c'est pas possible, tu peux pas publier ça dans cet état. Du coup, je recommence. Bref, du coup, je ne m'attarde plus et je commence tout de suite. Au mois de janvier, du coup, j'ai lu 6 romans. Il y a un peu de tout. Il y a de la romance, de la romantaisie, il y a de la science-fiction, il y a de la SF, il y a du fantastique. Bref, ça touche un petit peu à tout. Il y a des lectures qui ont été bonnes, des lectures qui ont été un petit peu moins bonnes et j'ai été également déçue d'un roman, peut-être parce que j'en attendais beaucoup trop. Ça a été un bon mois malgré tout dans l'ensemble, donc voilà, le mois de janvier est un bon mois, l'année a plutôt bien commencé, donc j'en sors quand même assez satisfaite. Du coup, je commence tout de suite par la grosse déception du mois de janvier, il s'agit de La Reine des Enfers, dont je ne me souviens plus ni du nom de l'autrice, ni de la maison d'édition où ça a été publié. Je me souviens que c'était un roman qui me faisait super envie à sa sortie. Il y avait eu le format broché, le format relié. J'avoue que les deux formats me plaisaient beaucoup. Finalement, j'ai décidé d'attendre et je me le suis plutôt procuré en format électronique. Je me suis dit, vas-y, lance-toi au mois de janvier, ça fait un moment qui te fait envie. Voilà, et ça a été un petit peu la déception. J'en attendais peut-être un petit peu trop. J'en avais entendu beaucoup de bien d'un côté, pas beaucoup de bien de l'autre. Et je fais partie de ceux qui n'ont pas aimé. On est dans la réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone. Tout le monde doit connaître. Hadès est tombé amoureux de Perséphone, l'enlève à sa mère Déméter qui est la déesse des saisons. Déméter, folle de rage, fait tomber l'hiver sur des années. Elle recherche sa fille et décide qu'il n'y aura plus de printemps, d'été et d'automne tant qu'on ne lui ramènera pas sa fille. Ça, c'est un petit peu
le début du mythe. Le roman ne départ pas trop au départ, puisque ici on va suivre du coup Perséphone qui a été élevée par sa mère dans un endroit très isolé. Elle a été élevée dans l'unique but de se marier, puisque son père Zeus a décidé à sa naissance qu'elle serait mariée en échange d'une dot qui a intérêt à être vraiment une très bonne dot, hein, puisque Zeus n'attend que ça. Sauf que Perséphone, elle, c'est une jeune fille qui crapahute, qui aime courir dans les bois, qui aime s'éclater et qui ne comprend pas du tout pourquoi son père Zeus n'attend d'elle qu'à être une femme soumise et mariée. Vraiment, elle veut pas, elle, au départ, ce qu'elle voulait, c'était le monde. Voilà, elle avait demandé à son père le monde. Son père s'est foutu de sa gueule et elle a très vite compris pourquoi son père s'était foutu de sa gueule. Voilà, parce que c'est une femme. Bref, Perséphone, ne voulant pas se marier, décide de se barrer et elle trouve comme solution temporaire de fuir en enfer, le temps de trouver une solution un petit peu plus pérenne. Sauf qu'en allant en enfer, eh bien, elle tombe dans un endroit où Hadès vit littéralement en ermite, hein, clairement. Et autant vous dire que la cohabitation, elle se passe pas très bien au départ avec eux. Entre eux, pardon. Bref, je m'arrête là pour le résumé, je vous en dis pas plus. Alors, le problème de ce roman, c'est qu'il y a un début, et qu'il y a une fin, et qu'il y a un milieu, et que le milieu, c'est vide. Voilà, j'ai trouvé que le milieu était vide, donc des 3/4 du roman est vide. Le départ, c'était vraiment bien parti, on avait un roman où on sent une jeune fille qui ne comprend pas la différence de traitement qu'il peut y avoir entre elle et les autres dieux parce qu'elle est une fille, elle n'a pas envie de se marier, elle se rebelle contre ce mariage, elle ne sera pas soumise, elle veut être la femme qu'elle a envie d'être, et elle va trouver un soutien auprès d'Hadès. Ensuite, j'ai eu la sensation d'un espace gris, vide, avec quelques personnages par-ci par-là, et c'est tout. Et puis il y a eu la fin où ça a bougé un petit peu plus, où il y a eu des rebondissements, où Perséphone se révèle un petit peu plus, où Hadès également se révèle d'une autre façon aussi, je trouve. Et la fin était sympa. Mais voilà, il y a un début et une fin. Et le milieu, bah, il se passe pas grand-chose. Vraiment, il se passe pas grand-chose, je trouve. Perséphone, c'est pas un personnage extrêmement attachant. Je trouve qu'elle elle est un peu pète sec, un peu mise je sais tout. C'est une jeune fille qui a vécu dans un isolement assez énorme et je peux comprendre que ce soit compliqué pour elle d'évoluer. Mais à un moment, on nous vend un roman féministe, un roman où on voit une jeune fille qui se bat pour ses droits, qui se bat pour les droits des femmes, et en fait c'est pas du tout le cas. J'ai pas eu cette impression, vraiment, j'ai pas eu du tout cette impression. À côté, on voit un Hadès qui lui, une fois qu'il découvre que Perséphone ne lui ment pas, lui dit la vérité parce qu'elle a juste pas envie de se marier, va tout faire pour la satisfaire. Il va lui faire part de ses faiblesses, des faiblesses qu'on trouve dans sa société à lui comme féminin et qu'un homme ne devrait pas faire. Alors que lui, il adore ça. Et je trouve que, même si Perséphone trouve que c'est cool voilà, de faire ce qu'il fait, elle se comporte pas très agréablement avec lui, je trouve. Je trouve qu'elle manque un petit peu d'empathie. Hadès, lui, s'efface presque vis-à-vis d'elle, et j'ai trouvé ça dommage. J'avais pas l'impression qu'ils étaient sur un pied d'égalité. Et pour moi, le féminisme, c'est ça, c'est un pied d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est pas de savoir que les hommes sont plus fortes que les femmes sont plus fortes que les hommes ou vice versa. Pas du tout. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un déséquilibre et j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Bref, j'ai trouvé que le milieu c'était vide, les personnages étaient pas franchement attachants, les personnages secondaires étaient là de temps en temps, mais un petit peu parce qu'il fallait qu'il y ait des personnages secondaires. Voilà, un univers qui manque de développement, des personnages qui sont pas particulièrement matures, je vais y arriver, pardon. Bref, je suis un petit peu déçue. Je continue du coup par le premier tome de cette saga. Il s'agit donc d'Andrea Corte, d'Adam Troy Castro. Donc le premier tome, c'est Émissaire des morts au livre de poche. C'est un roman, en tout cas un texte qui, je pense, ne conviendra pas à tout le monde. Et honnêtement, je pensais faire partie de ces personnes pour qui ce n'était pas fait. Or, je me suis rendu compte que ce texte, il fallait le digérer un petit peu pour en apprécier toutes les saveurs. Et
après coup, je me suis dit, ouais, je lirai la suite parce que finalement, quand on y réfléchit, franchement, il en vaut la peine. C'est un roman qui est assez complexe, mais qui, franchement, il en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Donc ici, on suit Andrea Corte. Andrea Corte est l'employée perpétuelle de Corps Diplomatique, puisque quand elle a eu 8 ans, elle a assisté au génocide de sa communauté et suite à ce crime, elle était employée du coup à Corps Diplomatique, jusqu'à ce que Corps Diplomatique décide qu'ils en ont marre et qu'ils veulent plus d'elle. Voilà, elle n'a pas le choix, elle est obligée de travailler pour eux, elle est un petit peu l'esclave. Voilà, disons les choses telles qu'elles sont, c'est un petit peu une esclave, elle n'a pas le choix. Du coup, elle est enquêtrice pour le bureau du procureur et elle est régulièrement envoyée en mission pour faire son métier, et autant vous dire qu'elle le fait très 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 bien, son métier. Bref, je ne vais pas vous en dire plus, il faut vraiment que vous découvriez par vous-même. Moi au départ j'étais perplexe parce que je ne m'attendais pas à 4 nouvelles puis un roman. Vraiment, moi je pensais que c'était un seul roman. Et au début je me disais, ouais, 4 nouvelles qui font à elles toutes seules la moitié du roman pratiquement. Et ensuite on a un roman qui fait à peu près 400 pages. Ouais, je me dis, ouais, ok, d'accord, pourquoi pas. Je trouve que ça fait quand même beaucoup de nouvelles, des nouvelles qui sont quand même assez conséquentes. Mais bon, ok, chaque nouvelle était intéressante. Mais il faut s'accrocher. Au départ, il faut s'accrocher un petit peu parce que c'est un petit peu compliqué. On n'a pas de vraiment fil conducteur avec ces 4 nouvelles. Ces 4 nouvelles qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et du coup, je me demandais vraiment où l'auteur voulait en venir. Et donc, ça m'a un petit peu perdue sur le fil. Je trouvais ça un petit peu dommage. Sauf que l'univers est extrêmement riche. On a une diversité de créatures, du coup de règles, de lois, d'accords, de diplomatie, d'échanges économiques, d'échanges criminels, d'échanges de justice, d'échanges sociaux, mais vraiment c'est hyper riche, c'est hyper diversifié, puisqu'en fonction de chaque planète, les lois sont différentes, les règles sont différentes, la façon de communiquer est différente. Comment faire quand on est si différents les uns des autres pour communiquer et pour comprendre la façon de fonctionner de l'autre et s'assurer que tout est fait dans les règles, que ce soit les règles d'une espèce ou d'une autre, quand elles sont obligées de fonctionner ensemble. On a des situations qui sont assez complexes, des situations où Andrea Corte va faire vraiment travailler ses méninges, parce que c'est une femme qui est extrêmement intelligente, c'est une femme qui est extrêmement douée, qui est capable de choses mais vraiment assez hallucinantes. C'est une femme qui est assez complexe, qui est ni blanche ni noire, c'est un personnage extrêmement gris. Ça j'ai beaucoup apprécié l'univers, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance générale. Maintenant effectivement, même si le style est simple et fluide, c'est pas compliqué à comprendre, je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde, surtout qu'Andrea Corte, c'est pas un personnage qui est extrêmement attachant. Andrea, elle est proche de la sociopathie quand même, hein. Elle aime pas les gens, peu importe l'espèce, elle aime pas les gens. Voilà, vraiment, hein, elle aime pas les humains. Les autres espèces avec qui elle est obligée de travailler, elle les aime pas non plus. Elle a quand même le but de comprendre ce qui s'est passé quand elle avait 8 ans, sauf que elle trouve pas de solution, elle trouve pas d'indice, c'est compliqué, mais ça lui reste dans la tête. Et Andrea, elle a un passif qui est quand même extrêmement lourd à partir de ses 8 ans. Elle a eu une vie extrêmement difficile, extrêmement compliquée, ce qui a forgé le personnage qu'elle est aujourd'hui, et qui fait qu'elle est extrêmement intéressante, mais elle n'est pas attachante. C'est compliqué de s'identifier à elle, pour tout vous avouer, mais vraiment, elle se retrouve dans des situations extrêmement intéressantes. Par exemple, le roman, elle est sur l'enquête de personnes qui ont été tuées dans une planète, dans un univers, où ce sont les robots et les IA qui vivent et qui sont les propriétaires de cet endroit. Donc c'est un peu compliqué, vous voyez, de trouver une solution quand on est complètement différent de l'autre. Et franchement, c'était très très bien traité, c'était très très bien fait. On a des situations qui sont diverses et variées. On n'a pas le même genre d'enquête à chaque fois, puisque parfois on a des enquêtes diplomatiques, on a des enquêtes criminelles, on a des enquêtes économiques, on a vraiment tout un tas de trucs différents. Et c'est hyper intéressant. Donc pour ceux qui seraient curieux,
franchement je trouve que ça en vaut la peine. En 2025, j'ai décidé de lire un petit peu plus de romances parce que j'en ai plein dans ma pile à lire qui traînent depuis trop longtemps. Et du coup, j'ai commencé par La Valeur Sûre avec Brittany Setcheri et donc son roman Disgrâce qui donc ici suit l'histoire de Grace qui, suite à diverses crises, divorce de son mari tout simplement parce que la jeune femme a fait plusieurs fausses couches. Elle n'arrive pas à avoir d'enfants et malheureusement le couple n'a pas résisté à cela et donc divorce. Et malheureusement, elle est obligée de retourner dans sa ville natale où tout le monde sait tout sur tout le monde connaît tout le monde. Il y a des commères absolument partout et tout le monde juge tout le monde. Donc évidemment, ça va être compliqué pour elle de devoir retourner dans sa ville natale. Sachant que sa mère, c'est une femme très compliquée, qui juge également beaucoup et qui ne va pas être particulièrement empathique vis-à-vis de sa fille. Donc voilà, Grace vit un moment très très compliqué de sa vie. Et à côté, on va suivre Jackson, qui lui est un jeune homme qui a grandi dans cette ville et malheureusement, suite à un événement dans son enfance, son père va devenir alcoolique et va faire connerie sur connerie. Et du coup, comme on dit, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Et donc ils vont dire que comme le père est un pourri, le fils est également un pourri. Donc il a grandi sous l'œil réprobateur des gens, même s'il est innocent. Voilà, tout le monde le juge et lui doit vivre avec ça. Et donc Jackson et Grace vont se rencontrer et tous deux vont nouer au départ un lien plutôt amical et tous les deux vont s'aider pour essayer de remonter la pente. Je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. C'est de la romance, c'est du Brittany Setcheri. On sait tous un petit peu comment ça se termine. Là n'est pas le sujet du coup, mais sachez qu'encore une fois j'ai passé un super bon moment. On va suivre deux personnages qui sont très différents et en même temps qui sont très complémentaires dans leurs difficultés, dans leurs souffrances, dans leur caractère et dans leurs besoins de l'autre. Vraiment tous les deux, ils sont dans une ville où ils sont jugés, ils sont maltraités et tous deux vont trouver dans l'autre un soutien émotionnel, un soutien physique. Quelqu'un qui ne va pas juger l'autre, quelqu'un qui va l'accepter tel qu'il est. Et ça va être quelque chose qui va faire du bien à chacun d'entre eux. Ils vont, avant de tomber amoureux, trouver un ami dans l'autre. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien amené, c'était très bien fait. Et ils vont peu à peu s'émanciper de la ville, s'émanciper des gens, s'émanciper de tout ce qui leur est arrivé. Ils vont soigner leurs blessures, cicatriser, grandir. Leur romance n'en est que plus belle, vraiment. On va découvrir des secrets de famille également, parce qu'il y a toujours des secrets de famille dans les petites villes américaines. Et là, encore une fois, il y en a un qui va un peu tout chambouler, mais qui va faire du bien parce qu'il faut en gros percer les abcès pour guérir correctement. Et vraiment, c'était très très bien amené, c'était très bien fait. Grace est touchante, Jackson est extrêmement touchant. Tous les deux sont très touchants, ils ont une très très jolie relation qui va passer évidemment par des hauts, par des bas, par quelque chose de fusionnel et pourtant vont également se séparer pour mieux se reconstruire. Vraiment, j'ai trouvé qu'on avait un très beau roman, on passait encore une fois par pas mal d'émotions qui sont très bien traitées. On va aborder le thème des fausses couches qui pour moi va être traité de façon tout en délicatesse, tout en justesse, sans être moralisateur, sans être jugeant pour l'autre, et j'ai trouvé que c'était très bien fait. Bref, j'ai passé un très très bon moment. J'ai continué dans la romance avec une nouvelle valeur sûre qui est donc Love Theoretically d'Ali Hazelwood, donc sur sa saga des romances dans le milieu scientifique. Je crois que pour le moment ça fait partie de mes sagas préférées d'Ali Hazelwood. Vraiment j'aime trop cette saga qui se passe dans le milieu scientifique. Bref, ici on va suivre Elsie qui après des études ne trouve pas de travail dans son domaine et qui pour pouvoir payer le loyer et manger va travailler en tant que fake dating. Donc elle va se faire passer pour la petite amie d'un jeune homme qui s'appelle George pour que sa famille lui foute la paix puisque sa famille ne le laisse pas tranquille. George a un frère qui semble ne pas du tout aimer Elsie. Elle s'en fout, elle est là juste pour le travail, jusqu'au jour où elle postule pour un poste extrêmement important à la NASA. Et elle va avoir en concurrence un jeune homme qui a pour mécène, justement, le frère de George. Voilà, je m'arrête là pour le résumer, absolument pas besoin d'en savoir plus, et c'était encore trop fun. Vraiment, c'était trop fun. Elsie, elle est
fraîche, elle est drôle, elle est attachante, elle est curieuse, elle a un fort caractère, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, elle veut son poste, elle veut y arriver, elle est prête à se démener pour ça, surtout qu'elle en a dans la tête, elle est extrêmement intelligente et tout le monde lui dit que c'est un poste qu'elle mérite, etc., etc. La relation entre elle et, je ne sais plus comment s'appelle le frère de George d'ailleurs, je sais plus, bref, je sais plus comment s'appelle le frère, mais voilà, entre le frère de George, donc le beau gosse du coin, on va dire, le green flag, parce que le type est un vrai green flag, et ça, c'est ce que j'apprécie énormément dans les romans d'Ali Hazelwood. Les hommes ne sont pas toxiques et ne sont pas des red flags, ce sont des green flags, et ça, mon Dieu, j'apprécie vraiment voir ça dans les romans. Vraiment, j'apprécie. Encore une fois, le mec, vraiment, c'est un mec parfait. Leur romance est hyper drôle, hyper attachante, ils sont, mais franchement j'adore lire les romances d'Ali Hazelwood. Alors ça révolutionne pas le genre, on est d'accord, mais mon Dieu ça fait tellement du bien, sans compter qu'ici on a quand même le milieu scientifique où les femmes en ont dans la tête, bon les hommes aussi, mais voilà, là on parle quand même des femmes et ça fait du bien aussi, ça fait vraiment beaucoup de bien. Bref, c'était encore une lecture qui m'a fait trop du bien. J'ai adoré, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai adoré cette lecture. J'ai lu ceci, Pépitas absolue. Il s'agit donc du tome 2 d'Emily Wilde. Donc ici, l'Atlas des autres terres de Heather Fawcett aux éditions Sabran. Alors, cette saga, soit on aime, soit on n'aime pas. Honnêtement, moi j'aime, j'adore, je surkiffe complètement. C'est ce qu'on appelle une cozy fantasy, je crois. Je suis plus sûre, mais bon, bref, on s'en fout. J'ai adoré. J'ai adoré. Donc ici, on retrouve Emily Wilde qui a terminé son encyclopédie féerique. Voilà. Elle a été enfin nommée à l'université. On la retrouve donc quelques semaines après les aventures du tome 1, en compagnie, encore une fois, de Wendell, qui reste un petit peu le caillou dans sa chaussure, voilà, clairement. Sauf que Wendell va se faire attaquer et que Emily Wilde va essayer de lui sauver la vie. Et donc, tous deux et d'autres personnages décident de partir ensemble pour découvrir le fin mot de l'histoire et surtout aider Wendell un petit peu à retrouver ce qu'il a perdu. Je m'arrête là pour le résumer, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, honnêtement, j'ai passé un trop bon moment. Encore une fois, j'ai adoré les personnages. Emily, c'est un personnage qui est égal à elle-même et qui pourtant évolue au fur et à mesure des tomes. Avec Wendell qui est également, encore une fois, égal à lui-même. C'est un personnage haut en couleur. Je trouve qu'il correspond bien à ce que l'autrice a voulu en faire. Vraiment, je trouve qu'il y correspond vraiment parfaitement. C'est un personnage... On peut pas trop lui faire confiance sur certains côtés parce qu'il est un petit peu tête en l'air, il y a des choses qui vraiment ne l'intéressent pas plus que ça. C'est un personnage hyper intéressant, il y a des personnages secondaires qui ont vraiment une importance. On retrouve également en pointillé des personnages du premier tome, ils apparaissent un petit peu et c'est ultra sympa de les revoir dans ce tome 2. On découvre de nouveaux personnages, on en découvre un petit peu plus sur Wendell, on en découvre également un petit peu plus sur le monde féerique, puisque Emily, pour sauver Wendell, va prendre la décision d'accomplir quelque chose et donc elle va y aller avec sa nièce. Et voilà, on va en découvrir un petit peu plus. Ça, j'ai trouvé ça très cool, très bien fait. Bref, encore une fois, j'ai adoré. Il se passe des choses, parfois c'est plus calme. Je comprends que tout le monde ne puisse pas aimer, mais moi, avec moi, ça fait le taf. Mais j'adore trop les personnages, j'adore trop l'univers, j'adore trop les créatures fantastiques qu'on découvre et qui sont ultra variées, ultra intéressantes, qui sont pas forcément des personnages qu'on a envie de rencontrer et avec qui on a envie de faire ami. Bref, encore une fois, pour moi c'est de la valeur sûre. J'attends avec impatience la sortie du tome 3 parce que vu la fin de ce tome 2, les gars, il me faut le tome 3. Je termine du coup par un roman qui a été un petit peu compliqué et pourtant Dieu sait que j'aime l'auteur. Mais voilà, le début a été laborieux. Il s'agit donc du premier tome de la trilogie des extraordinaires de Tigiclune, encore une fois aux éditions de Saxus. Je crois que le premier tome va pas tarder à sortir en poche aux éditions Pâle, qui appartiennent également à de Saxus. Bref, le premier tome a été compliqué, vraiment très compliqué. Donc ici,
On va suivre Nick qui vit à Nova City et dans cette ville il y a un super héros et un super méchant. Et donc Nick est extrêmement fan de Shadow Star qui est le héros de la ville. Il essaie de le rencontrer quand il est en ville, voilà, il est extrêmement fan, il écrit de la fanfiction pour lui. Bref, il est extra fan de ce super héros. Et à côté, donc il continue d'aller au lycée avec sa bande de potes. Et puis un jour, l'idée saugrenue lui vient d'essayer de devenir lui-même un super-héros pour rencontrer Shadow Star. Et autant vous dire que le jeune homme est prêt à faire des choses complètement ridicules pour y arriver. Bref, pas besoin d'en savoir plus encore une fois. Honnêtement, on retrouve bien la plume de l'auteur, on retrouve typiquement les personnages qu'il aime écrire, puisque Nick est un personnage d'une quinzaine d'années qui a des problèmes de déficit de l'attention avec hyperactivité. Sa bande de potes, ce sont des personnages également qui sont extrêmement hauts en couleur, qui sont un petit peu des rebelles dans leur genre, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Malheureusement, la première partie de ce roman est très longue. Elle est vraiment très très longue. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond puisqu'on va suivre les introspections de Nick pendant pratiquement 50% du roman. Et on s'ennuie au bout d'un moment. Moi je veux bien que l'auteur pose son univers, développe les personnages, développe tout le world building, développe l'intrigue, mais au bout d'un moment il faut que ça décolle. Au bout d'un moment il faut que ça décolle. Et même si c'est plus du jeunesse pour le coup que du young adulte, ça reste un peu long au départ. Hein. Faut vraiment s'accrocher. Les personnages sont bien travaillés, on ne peut pas le nier, on a des personnages extrêmement intéressants, extrêmement travaillés, extrêmement fournis, ils sont en épaisseur, ils sont extrêmement attachants, ils sont drôles. Il y a pas mal de choses qui me rappellent l'auteur, vraiment son côté drôle, son côté personnage ultra attachant, avec plein de particularités différentes. Mais il lui a quand même fallu pratiquement 50% pour décoller, quoi. La deuxième partie, franchement, je me suis absolument pas ennuyée, c'était génial. Il se passe plein de choses, on a beaucoup de retournements de situation. On a un Nick qui est, voilà, il est parfait. On a la bande de potes qui sont parfaits également. On a vraiment des choses qui se mettent en place qui sont extrêmement intéressantes et qui promettent un tome 2. Voilà, le tome 2, à mon avis, va être quand même très intéressant à lire à partir du moment où on va pas encore avoir la première partie super longue. Parce que la première partie, moi je me suis accrochée, j'ai failli abandonner, je me suis accrochée, j'ai pas lâché, je regrette pas, mais je peux comprendre que certains n'aient pas du tout accroché avec ce premier tome. Et voilà, j'en ai du coup terminé avec ce bilan du mois de janvier. J'espère que j'ai pas trop cafouillé pour cette vidéo. Bref, comme toujours, si vous avez lu les romans, que vous les avez aimés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous les avez pas aimés, dites-le moi également. Si ça vous donne envie de le lire, dites-le moi également. Pour les autres, vous avez l'habitude maintenant, si vous avez la flemme, comme toujours, vous m'envoyez des petits emojis, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes passé et que vous avez regardé la vidéo. Les petits pouces bleus également, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si l'envie vous en vient, à me suivre également sur d'autres réseaux sociaux, notamment BookTok et Instagram. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout prenez bien soin de vous.